Adrien Zawadi, vous avez également appris plutôt cette nouvelle. Comment avez-vous analysé ça? Alors, d'emblée, je dois dire bravo. Bravo à ce réflexe de mettre fin à l'impunité. Et c'est un message très très fort vis-à-vis des autres membres du gouvernement. Ça, c'est vraiment un réflexe que nous saluons parce que nous avons vu d'autres gouverneurs, nous avons vu des ministres qui ont pris des initiatives et qui n'ont pas été tout simplement sanctionnés. Ça, c'est un bon réflexe. Et c'est un réflexe qu'il faut développer, qu'il faut mûrir, il faut le maintenir jusqu'au bout. Mais quel qu'en sera le prix. Mais derrière ça, il se pose quand même certaines questions. La première question, c'est de quel droit Madame Dorothée pouvait, d'elle-même ministre des Finances, ce n'est même pas ministre précédent, prendre l'initiative de demander un crédit à la banque. Parce que quand vous entrez en fonction comme ça, on vous fait un briefing de comment vous allez travailler, de votre pouvoir, de l'étendue de votre pouvoir, des limites que vous avez. Donc, de quel droit, où cette dame aurait-elle tiré le pouvoir d'aller demander ces crédits-là sans l'aval, c'est pas moi, du gouverneur ou du vice-gouverneur. Donc là, cette question, il faut la creuser à profondeur pour comprendre que si ça a été fait, il doit y avoir une complicité. Et la première complicité, il ne faut pas aller la chercher très loin, il faut la chercher auprès du vice-gouverneur, qui faisait le gouverneur ad intérim à ce moment-là, d'après les informations que nous avons. Quel vice-gouverneur? Le vice-gouverneur de Jean-Jacques Poroussi et Lacano. C'est de lui dont on parle, parce que les banques ont aussi des consignes. Les banques savent que pour tel document, il faut telle signature et telle signature. Et donc, les banques aussi ne peuvent pas recevoir un document qui est irrégulier. Ils ont des techniciens pour contre-vérifier tout cela, pour voir si les documents correspondent aux normes ou aux exigences de la banque. Donc, si cette dame a pris l'initiative, et les documents qu'elle aurait amenés à la banque, c'est un document qui devait avoir la signature de sa hiérarchie. Et sa hiérarchie, à l'époque-là, à ce moment-là, c'était le vice-gouverneur qui faisait office du gouverneur. Parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, le gouverneur était en dehors de la ville. Donc, pourquoi alors sanctionner une dame et ne pas sanctionner son complice? Ça, c'est la première. La deuxième des choses. Est-ce que Madame Dorothée, même si elle avait reçu la signature du vice-gouverneur, est-ce que les besoins, ce n'étaient pas des besoins de la province? Qu'est-ce qui fait que si ce sont des besoins de la province et que au nom de la continuité de l'État, qu'est-ce qui fait que monsieur le gouverneur puisse aller plus loin jusqu'à sanctionner, jusqu'à révoquer Madame la ministre Dorothée. Troisièmement, je note qu'ils sont tous d'une même formation politique, l'AFDC. Et je n'ai pas suivi dans les communiqués ou dans l'arrêté de révocation, je n'ai pas suivi qu'il y aura des poursuites judiciaires. Je n'ai pas suivi. Parce que des choses comme ça méritent quand même qu'il y ait plus d'enquêtes et de poursuites judiciaires pour que l'État congolais, à travers la province du Sud-Kivu, puisse être édifié sur tout ça. Donc, je pense que d'un côté, sur le plan pédagogique, c'est un bon réflexe des professeurs de dire on ne peut pas continuer dans les impunités et celui qui se comporte maladroitement doit subir la rigueur de la discipline. Mais de l'autre côté, il se pose quand même des questions de savoir que Madame Dorothée, sauf information supplémentaire, ne peut pas prendre une initiative en tant que ministre, ne peut pas prendre une initiative de prendre un prêt à la banque d'une hauteur de 5 millions de dollars
et sans la couverture de l'autorité hiérarchique. Et l'autorité hiérarchique ici, c'est le gouverneur, et à l'absence du gouverneur, c'est le vice-gouverneur. Et j'ai vu, et c'est ça que nous devons refuser si nous voulons que notre démocratie puisse aller de l'avant. J'ai vu tout de suite un communiqué des amis de l'IDPS pour dire non. En tout cas, le vice-gouverneur n'est ni de loin ni de près dans cette histoire. Mais ça relève de quoi? De qui se moque-t-on? On ne peut pas aujourd'hui dire que Madame la ministre Dorothée était la seule à prendre l'initiative. Non, ça ne peut pas se faire. Et les banques ne peuvent pas recevoir un document d'un ministre si ça ne relève pas de son ministère seulement, mais si ça relève d'une démarche de la province. Donc, je crois que autour de cette question, il y a beaucoup de réalités que nous ne savons pas encore. Et des réalités qui peuvent aller même au-delà de la province. Voyez-vous? Alors, maintenant, quand vous lisez la lettre, l'arrêté, vous sentez quand même qu'il y a beaucoup d'émotions aussi. Vous sentez qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a un manque de professionnalisme un peu. C'est-à-dire quoi exactement? Qu'est-ce qui a manqué? Donc tu vois, vous regardez, quand vous lisez la lettre, vous avez l'impression qu'effectivement cet argent-là est sorti. Quand vous lisez cette lettre-là, vous avez l'impression que l'argent est sorti. Alors que, d'après les informations, que c'était un processus. Est-ce qu'il y a eu demande d'explication dans une démarche de discipline? Est-ce qu'il y a eu demande d'explication? Est-ce que la demande d'explication n'a pas été satisfaisante et auquel cas il fallait passer directement à la révocation? Voyez-vous, donc je me pose des questions et je n'ai pas encore de réponse. Nous allons lire sa réaction également. Oui. Nous allons lire la réaction de Dorothée Nganiza qui a dit ceci. J'ai été surprise le mardi 11 septembre 2024 en lisant sur les réseaux sociaux alors que j'étais au cabinet exerçant mes fonctions l'arrêté provincial du 9 septembre mais relevant du gouvernement provincial du Sud Kivu. Des premières vues, c'était une fake news comme il est devenu des pratiques dans notre société jusqu'à sa lecture la même journée sur une radio de la place. J'ose croire que l'on ne traite pas son collaborateur de la sorte, encore qu'aucun malentendu n'existait entre nous à ma connaissance. Ça, c'est elle qui le dit. Nous avions même reçu ensemble le ministre d'État du budget à votre cabinet en date du 10 septembre 2024, me présentant comme votre ministre des Finances pendant que j'étais déjà révoqué depuis la veille. L'arrêté mettant fin à mes fonctions vient de m'être notifié pendant la cérémonie des remises et reprises de ce vendredi 13 septembre 2024 à 10h25. À sa lecture, il porte des faits constituant des accusations fortuites et des imputations dommageables ternissant mon image dans la société. Il convient également de souligner que la lettre numéro et tout ça portant ma notification désigne M. Mouindo Bernard comme mon remplaçant alors que la lettre numéro 085 désigne monsieur le ministre provincial en charge du plan budget et promotion des investissements comme l'intérimaire au ministère provincial des Finances, Économie, Industrie, Commerce, Entrepreneuriat et Fonction publique. Quel imbroglio, quelle motivation se trouve derrière tous ces dysfonctionnements? L'article 1 de l'arrêté stipule et relevé de ses fonctions des ministres provinciaux de l'économie, de l'industrie, du commerce, de l'entrepreneuriat et de la fonction publique, Madame Masirika Nganiza Dorothée. Puis-je considérer que je reste ministre provincial en charge des finances, ce portefeuille n'ayant pas été cité parmi ceux relevés? Excellence, ça c'est elle qui le dit, pour votre honneur, il serait impérieux de prendre un acte qui corrige toutes ces irrégularités. De ce qui précède, je me trouve dans l'obligation d'apporter mes éléments de réponse et de présenter mon bilan à la tête du ministère à travers la note jointe à cette correspondance afin d'éclairer la lanterne et de l'opinion publique. Voilà, en quelque sorte. Voilà, donc vous voyez que sa réponse. Donc je disais que quand vous lisez l'arrêté du gouverneur, vous sentez qu'il y a vraiment d'émotion, de la précipitation et quelques incohérences. Mais ce sont des choses auxquelles
finalement, on a habitué la population, tous les gouvernements qui sont passés par là, lorsqu'ils sortent des documents importants comme ça, quand vous les lisez, vous sentez qu'il y a eu de la précipitation, un peu d'émotion. Et donc, je crois que ce sont des éléments, et vous voyez la réaction, et il dit, bon, on me décharge de certains aspects, mais on n'a pas cité les finances. Et donc, j'aimerais bien lire cette réaction pour comprendre, mais je crois que les réflexes, je répète, les réflexes du gouverneur est bon. Mais tout en ayant ces réflexes-là, de lutter contre l'impunité, il faut être sûr qu'on respecte aussi la procédure. Okay. La procédure, c'est-à-dire que je m'imagine qu'à l'interne, il y avait déjà toute une procédure engagée, des interpellations, des mises en garde, et d'un coup, on vous révoque. Bon, peut-être qu'en politique, toutes ces choses-là ne devrait pas se faire lorsqu'il y a une faute lourde, c'est vrai, mais il faut que la faute lourde soit encore avérée. Et si j'entends bien les propos d'Nganiza, c'est-à-dire que elle est un peu étonnée de voir qu'il n'y avait aucun problème entre elle et le gouverneur de province. Et ces choses-là, ça fait partie aussi des choses qui doivent consolider la démocratie. Et il faut tirer attention. Je sais que le gouverneur est en train d'apprendre certaines choses, et tout le monde au sein du gouvernement est en train d'apprendre certaines choses, mais restons... Est-ce qu'on devrait venir apprendre au sein du gouvernement, dans les institutions? Bon, c'est pour cela qu'on a quand même des techniciens autour des hommes politiques. On a des conseillers, on a des directeurs de cabinet. Ce sont des techniciens qu'on leur donne pour qu'ils les aident à comprendre la démarche qui doit être prise dans la gestion des choses de l'État. Alors, si vous ne suivez pas les conseils de vos conseillers, excusez-moi, alors ça, ce n'est plus la faute à l'État, parce que l'État paye ces gens-là pour qu'ils vous aident à bien faire les choses. C'est ça le rôle des conseillers et de tous les cabinets que les ministres ont autour d'eux. Mais, ceci dit, on ne peut pas aussi dire que Madame Dorothée avait les mains blanches, parce qu'il y avait autant de lamentations. Mais la question que je me pose, c'est dimanche au stade, les gouverneurs annoncent qu'ils sont passés de 600 000 comme recette mensuelle, oui, à 1,6 million. Et à ce que je sache, même si c'est le concours de tous les ministres, mais principalement les ministères des Finances, il doit y avoir joué beaucoup de rôles. En principe. Donc c'est ça qu'il y a un certain contraste dans cette histoire-là. Mais bon, parce que les faits ne s'expliquent pas entre eux, nous attendons la suite de cette histoire et nous espérons que la justice va à un certain moment aussi intervenir et clarifier certains aspects. Merci beaucoup Adrien Zawadi. Passion Katembera, bonjour et bienvenue à ces studios.